Bonjour les amis, on est avec la cousine Isabelle du Château. Bonjour. Bonjour Chocho. C'est notre bon droit, je rappelle, une petite... c'est quoi, un collectif citoyen? Ouais, c'est une petite ASBL, Ouais, effectivement. Tu attaques juste balle dedans, mais c'est un petit travail de fond. Non, voilà, j'attaque ok. pas Baldan. Moi, je suis en plaisante. J'attaque Ursula von der Leyen. La Belgique, c'est un peu Agatha Christie. Hein. Ouais. Petit arrangement entre amis comme ça. Tout à fait. Hein. Tout à fait. C'est les 10 petits nègres, sauf qu'on n'a pas perdu l'assassin, on a perdu nos milliards. Ouais, c'est juste. C'est ça. Et donc, on apprend que le déficit budgétaire de la Belgique s'est creusé à 4,4% du PIB en 2023, ce qui explique évidemment les mesures d'austérité annoncées par l'Arizona et les choix politiques qui en découlent, mais des choix politiques qui favorisent les plus fortunés. Alors j'avais envie, pour cette chronique en particulier, de revenir sur la sécurité sociale, sur notre modèle de sécurité sociale, parce que beaucoup de gens ne savent pas d'où ça vient. Eh bien, en 1944, nous avons un arrêté loi qui instaure la sécurité sociale. Ici, en Belgique, c'est à l'initiative du Parti socialiste. En France, c'était le Parti communiste. En fait, il faut savoir que beaucoup d'industriels, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont collaboré avec le nazisme. Et donc, quand les communistes... Ils sont devenus résistants les 6 derniers mois. Oui, c'est ça, les 6 dernières semaines, surtout. On en connaît. On ne citera pas de nom, mais on en connaît. Hein, les résistants de la dernière heure. Et donc, les vainqueurs, à la fin de la guerre, leur ont laissé un choix difficile. Soit c'était le peloton d'exécution pour collaboration, soit c'était accepter le modèle de sécurité sociale. Et ils ont accepté de financer le modèle de sécurité sociale. Donc, c'était un modèle qui redistribuait de façon équitable la richesse entre les employeurs, les travailleurs et l'État. Les attaques contre la sécurité sociale ont commencé dès les années 50. Directement dans les années 50, on nous disait que le modèle était infinançable et beaucoup trop cher. Et donc, depuis les années 50, les grands patrons ont réussi à obtenir de plus en plus d'exonérations de sécurité sociale. Ça s'appelle des rulings. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, notre modèle est de moins en moins financé. C'est comme ça que se creuse le fossé. Et on le voit parce que la répartition des richesses en Belgique a changé. Il y a 30 ans, 66% du PIB était alloué à nos salaires. Or, c'est sur nos salaires que sont prélevés une partie de notre côté, une partie chez notre employeur. Donc 66% du PIB, il y a 30 ans, allait à nos salaires. Maintenant, c'est plus que 60% qui va à nos salaires. Les 6% de différence, c'est parti directement dans la poche des actionnaires, sans participer au bien commun et à la sécurité sociale. 6% de 700 milliards, c'est quand même quelques milliards qui sont partis et qui n'ont plus été... J'en ai mal à la tête, pas des milliards. Moi, j'aurais pas dit à la tête, mais voilà. Moralité, le rapport... Je l'ai pas dit. Moralité, le rapport de Oxfam est assez clair. 1% des Belges détient 25% des richesses de ce pays. 53 millions, c'est ce que les milliardaires belges gagnent chaque jour. Chaque jour. Alors, ils ne le gagnent pas en travaillant. Ils le gagnent parce qu'ils mettent ces millions dans des actifs financiers, dans des paradis fiscaux, et que cet argent travaille pour eux. Et donc 80% des Belges qui sont interrogés sont d'accord pour une taxe sur la richesse. Tout simplement parce que cette taxe sur la richesse permettrait effectivement de renflouer une partie des caisses. Et c'est d'autant plus important que la théorie du ruissellement qui nous est régulièrement servie pour nous dire non, il ne faut surtout pas taxer les plus riches parce que vous comprenez bien, il faut que les plus riches restent plus riches parce que quand ils sont riches, tout ça ruisselle sur toute la société. Alors je ne sais pas, ça doit être des douches sèches, c'est comme les toilettes sèches, ça doit être des douches sèches parce que moi je n'ai pas ressenti beaucoup de ruissellement. Et effectivement, une étude de la London School of Economics montre qu'en fait, toutes ces exonérations fiscales qui sont offertes aux grandes sociétés, toutes ces exonérations d'impôts qui sont offertes aux plus riches, ne participent pas en fait à l'économie. Ils ne le réinvestissent pas dans l'économie réelle. Ils mettent ça dans des actifs financiers, ils mettent ça dans des paradis fiscaux, et en fait, on a une pyramide qui devient obèse là-haut, et de plus en plus malingre au niveau de la base. Il vient dans des pays comme Google, comme dit notre ami Elio Di Rupo, il vient à Mons parce qu'il y a des accords financiers. Tout à fait. Et là, d'ailleurs, une des autres excuses qui nous est servie pour ne pas taxer plus les multinationales, pour ne pas taxer plus la richesse, c'est la peur de la délocalisation ou du départ. Et effectivement, cette peur de délocalisation, elle est réelle.
mais pas en dehors des frontières de l'Union européenne. Le risque, c'est pas tellement que les entreprises quittent l'Union européenne parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Il y a du savoir-faire chez nous. On a encore un marché de 500 millions d'Européens qui ont quand même un niveau de vie suffisant pour pouvoir consommer. Et s'ils quittent l'Union européenne, ils vont devoir payer des taxes pour rentrer sur le marché, ils vont devoir payer les transports. Non, par contre, la délocalisation, le risque de délocalisation, il devient réel à partir du moment où la construction européenne n'a même pas été foutue d'harmoniser sa fiscalité et où il y a des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne. À partir du moment où une entreprise a plus intérêt à aller produire en Slovaquie parce que le travail est moins cher et parce que la fiscalité est plus intéressante, là, le risque est réel. Mais ça montre que l'Union européenne, c'est une belle gabergie aussi. Et le risque de fuite, en fait, il est quasiment inexistant. Nous avons une étude qui date de 2017 de l'Institut des politiques publiques. L'Institut des politiques publiques, c'est un institut français. Donc en France, il y a eu cet impôt sur la fortune, c'était l'IFS, l'impôt sur la fortune qui a été instauré dans les fin des années 90. Et donc l'Institut des politiques... Et ça a provoqué des SDF chez nous, c'est-à-dire des sans difficultés financières qui sont venus s'installer. Mais très peu, figure-toi, 0,2%. Pas plus. 0,2%. C'est la plus grande communauté à Bruxelles. Ils sont passés à Uccle, là. Ouais. Mais 0,2% des familles qui étaient redevables de l'IFS ont quitté la France seulement. D'accord. Et ils ne sont pas revenus en France quand l'IFS a été levé. Bon, donc, on a les Mulier, il y a Bernard Arnault avec un... Oui, tout à fait. On a la famille Ackermans qui est propriétaire de L'Oréal et dont les millions sont protégés ici en Belgique alors qu'ils résident en Belgique. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Moi, je te pose la question, pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que personne n'ose taxer les multinationales, personne n'ose taxer les grandes fortunes. Alors, ils ne participeront pas au bien commun de leur plein gré. Ça, ce serait un peu comme demander à un vampire de donner son sang. Il faudrait, je pense, une taxe, une loi. Mais elle est rendue très difficile en Belgique parce qu'il n'y a même pas de cadastre des grandes fortunes. Donc, j'ai lu dans les travaux parlementaires que le PTB avait déposé ce type de proposition de loi, mais on n'a pas d'idée de ce que ça pourrait ramener effectivement parce qu'on n'a pas de cadastre des grandes fortunes en Belgique. Vous êtes obligé d'attendre que Forbes sorte il faudrait classement des plus riches en Belgique. Donc voilà, ton avis, ce serait quoi les plus riches ? Ils doivent donner dans le bien public, dans la culture, il y a plusieurs pays dans l'Union européenne qui ont cette taxe sur les grandes fortunes. En Espagne, en Suisse, les cantons le font chacun individuellement, donc ça dépend un peu où on habite. Et donc c'est possible, et ça montre que les grandes fortunes ne quittent pas nécessairement le pays quand on les taxe. 1% sur 330 milliards qui est déposé sur les canaux d'épargne, on fait du miracle avec ça. Absolument. Donc petits épargnants, grands épargnants, très très grands épargnants, voire très riches, 1 petit %, c'est pas grand-chose. Vous resterez riche. Merci les amis. Merci les amis.